Bonjour à tous et à toutes, ici Pinap. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où cette fois je vous présente mes achats d'été 3 partie 1. Je suis très content. Déjà, c'est la troisième partie que l'on fait sur cette chaîne. Voilà, le temps passe vite, comme on dit. Donc, c'est parti, on y va. Donc, on va faire ça comme d'habitude. On va faire ça dans l'ordre chronologique. Ça va de 1993 jusqu'en 2022. Donc on va commencer par le premier. Donc le premier auquel je possède, c'est le premier album d'un groupe culte dans les années 90, surtout fin 90, en 97 précisément. Eh bien, c'est le premier album de The Verve, Storm in Heaven. Voilà, donc j'ai le premier album des Verve et franchement, un super album. Donc, vous connaissez sûrement le groupe The Verve, hein. Ils ont énormément percé dans les fins années 90, notamment avec leur plus gros album, et moi que j'aime beaucoup, Urban Hymns, avec le fabuleux hit Bittersweet Symphony. Il y a eu même malheureusement des problèmes de droit avec le groupe des Rolling Stones, alors que eux-mêmes, si je dis pas de bêtises, ont déjà samplé ça. Il y a eu toujours des problèmes de droit. Cette musique, surtout je crois quand ils jouent en live, ils jouent très peu cette musique en live parce que sinon je crois qu'ils doivent payer malheureusement. Je sais pas si l'affaire s'est résolue depuis, mais je ne pense pas, surtout que ça fait un moment qu'on attend un nouvel album, quoi. Ça fait depuis 2008, j'ai l'impression. Après, je sais que Richard Ashcroft a sa carrière solo, j'ai pas vraiment écouté. N'hésitez pas à me dire si ça me vaut le coup dans les commentaires. Et donc, bah voilà, le premier album de Verve. Alors, c'est pas leur premier projet. Leur premier projet, c'est un EP qu'ils ont sorti magnifique de 4 titres qui se nomme The Verve, voilà, tout simplement, un EP éponyme, complètement planant, psychédélique. Il m'avait mis une énorme claque la première fois que je l'ai écouté, hein. C'est génial, c'est très psychédélique, les paroles aussi, c'est très abstrait, tout ce que j'aime, quoi. Et Phil, voilà, Thury, Grave aussi, un titre un peu comme ça, c'est rock. Non, c'est vraiment presque shoegaze, j'ai envie de dire. Franchement, à leur début, c'était très psychédélique, notamment cet album, même s'il y a un côté assez, il voulait un peu standardiser la musique, mais ça reste tout aussi expérimental, tout aussi progressif, tout aussi rock, assez acoustique dans certains titres. Et voilà, ça c'est vraiment une tuerie. Alors, il faut petite anecdote sur cette pochette. Il faut savoir que cette pochette a été prise dans les grottes de Thor's Cave à Staffordshire, je sais pas si je le prononce très bien, c'est en Angleterre en gros, et voilà, ça a été pris dans cette magnifique grotte, hein. Et c'est vrai qu'il y a un côté un peu nordique quand on est dedans, c'est vraiment beau. Et je sais pas si vous voyez, on voit une personne là, mais c'est vraiment un peu leur style, un peu avec des éléments un peu un peu mis de façon surprenante, comme par exemple cette pochette là écrit en feu, on voit une personne ici. Et je vous montre quoi aussi ça ressemble derrière, voilà. Voilà, quelqu'un, je vous dis, c'est vraiment mis parfois certains éléments mis un peu comme ça, quoi. Je pas fait à l'arrache, mais c'est vraiment leur univers, quoi. Et voilà. Donc c'est un Gatefold. Il faut savoir que c'est une réédition. Je crois qu'ils l'ont réédité cette année avec le best-of, si j'ai pas de bêtises. Et c'est cool, quoi, parce que je crois que l'original est pas donné. Je crois que j'ai vu vite fait sur Discog. C'est vraiment pas donné. Donc voilà. Alors là, on peut voir le groupe dans une maison de campagne. Alors, Shiraz Croft, il est où? Ah, je sais pas. Ça, par contre, je sais pas du tout où il est. Je me demande si c'est pas lui allongé là. Voilà. Hop. Donc c'est vraiment un bon projet. Je trouve que moi, mon ressenti, je trouve que l'EP est vraiment une expérience unique, mais celui-là, ben, on continue encore dans ce projet psychédélique, rock, et tout aussi planant. Alors même les paroles, c'est pareil, assez abstrait, mais ça, voilà, on se fait des interprétations, et comme j'aime, quoi. Donc voici le vinyle à quoi ça ressemble. Voilà, un macaron assez simple. Voilà. Et ouais, bah, c'est vraiment une bonne lancée. Donc voilà, 93, hein, surtout cette période, qu'est-ce qui sortait en Angleterre? Ah bah le, le, le deuxième album de Blur, excusez-moi, j'ai bégayé. L'album des Wu-Tang aussi est sorti à cette époque, Enter the Trenchy Chambers, et plein d'autres projets, ah bah, Slow Dive, Souvlaki, etc. Voilà, de super projets sont sortis à cette période, et voilà, alors lui connaîtra
un assez bon succès. Il était, je crois, dans les 50. Bon, c'est vraiment un petit succès avant qu'ils grimpent dans leur troisième album Urban Hymns. Bah, voilà, à leur début, ils avaient un bon succès, quoi. Donc voilà, alors les titres que je vous recommande, pour ma part, je vous recommande Beautiful Mind, c'est vrai que ça c'est un très très beau titre. Blue, très très beau, et Butterfly. Butterfly, qui, petite anecdote, c'est marrant parce que c'est pas la première fois, enfin ça va pas être la première fois qu'ils vont aborder le thème des papillons, car 3 ans, à partir de leur troisième album, dans le titre Kashi de Butterfly, bah, ils réabordent les thèmes des papillons. C'est complètement dingue. Bon, après, si je crois à cette période, le groupe prenait pas mal de drogue aussi. C'est pour ça ce côté un peu psychédélique, mais c'est une superbe expérience. Moi, j'aime beaucoup. Et donc voilà, en tout, ils sont 4 à leur début. Richard Ashcroft, bien entendu, Nick Mackay, Peter Salisbury et Simon Jones, qui, petite anecdote, dans les années 2010, sera avec Gorillaz, surtout dans la période Plastic Beach. Il sera dans le groupe Gorillaz, dans The Good, The Bad and The Queen aussi. Vivement un retour. Donc c'est marrant parce que vraiment, c'était une période, c'était un groupe Britpop, ils étaient avec Damon, etc. Surtout qu'ils avaient quelques liens amicaux, je crois, Damon Albarn et le groupe The Verve. Et c'est cool, quoi. Donc en tout, ouais, c'est vraiment un très très bon projet de rock prog, shoegaze, acoustique, très expérimental, psychédélique. Vraiment une bonne plongée dans l'espace. Ensuite, on passe en 2006. Alors là, ça, c'est un live. Ouais, je ne m'achète pas beaucoup de live, moi, je vous avoue. Car la dernière fois que je me suis acheté un live, c'était il y a 3 ans. J'ai très peu de live dans ma collection. En tout, je crois que j'en ai que 6. J'ai les 2 lives des Daft Punk, le live de 97 et le live tout court. Qui, pour ma part, bon, le live de 97, on dirait presque un album inédit parce qu'il y a certains titres qu'on n'a pas l'habitude de connaître. Parce que voilà, il y avait les singles aussi qui apparaissent dans des compilations, etc. Mais c'était vraiment un super live à cette période-là. Le E-Live de 2007, aussi, qui est pareil, pour moi, est très inédit. Il y en a qui considèrent presque un album des Daft Punk. Je suis assez d'accord, les éléments, tout ça était vraiment cool. J'ai un live de Blur, un petit live de 4 titres. Je l'ai eu pour pas très cher, hein, j'ai eu 15 euros, donc je l'ai pris. Un live de Gorillaz, celui de 2017. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Une performance de Jimi Hendrix, expérience, que j'avais déjà montré dans mes lives. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre? L'impression d'en avoir oublié un. Ah, peut-être si, dans mon 45 tours, je sais pas si vous verrez, de Michael Jackson, là, celui-là, il y a un titre où c'est en live, Since I Do For You, qui apparaît dans un des albums des Jackson. Voilà. Donc, c'est mon 6e live vinyle que j'ai, et c'est aussi un live de Gorillaz, voilà, le live Apollo à Harlem en 2006, donc c'était pendant la période Demon Days, et cette période, Damon Albarn a eu la brillante idée de faire des lives où il jouait entièrement l'album Demon Days, et c'est vraiment une super expérience, surtout dans ce live-là, qui a un côté très session concert, on va dire ça comme ça. Donc ceux qui ne connaissent pas la salle Apollo, il faut savoir que c'est une salle très connue dans le monde du jazz, etc. C'est une salle très connue pour ça. Et Harlem, vous connaissez, alors surtout à leur début, ce quartier craignait, quoi. Il y avait beaucoup de criminalité, mais à ce qui paraît, ça va beaucoup mieux. Je crois qu'on peut encore y aller. J'imagine qu'il y a encore peut-être de la criminalité, encore un peu, mais c'est moins pire que dans les années 70-80, surtout que New York à cette période. Ah bah c'était un peu c'était la guerre civile, quoi, on va pas se le cacher. Donc voilà, celui-là c'est un super live, on redécouvre, quoi, et très très cool. Alors ça c'était pendant la sortie de Record Store Day, et ils ont décidé de l'éditer, et franchement très très bien. Je vous montre à quoi ça ressemble derrière. Voilà, on voit le diable Pazuzu, donc pour ceux qui connaissent le lore de Gorillaz, c'est le dieu, enfin le démon plutôt, que vénère ce membre virtuel Murdoch parce qu'il est sataniste. C'est vraiment faut pas non plus prendre ça trop au sérieux, hein, vous inquiétez pas. Mais
C'est vraiment un univers complètement barré, mais en même temps, il y a un fond de vérité, quoi. Donc c'est aussi un Gatefold, et je vous montre à quoi ça ressemble. Hop, voilà, magnifique, on dirait vraiment des dessins comme si c'était un vitraux d'une église, quoi. Très très beau. Avec les différents membres du groupe, etc. Magnifique. Voilà. Je laisse un petit moment pour vous regarder. Voilà. Et donc voici les vinyles. Alors particularité des vinyles, donc voilà les sous-pochettes, différentes paroles, etc. Et qui sont rouges, voilà. Et franchement, bah le live sonne bien, il n'y a pas de souci avec ça. J'ai pas vu de mauvaises critiques. Mais par contre, il coûte assez cher par contre, ça, j'avoue, il coûte assez cher. Mais je suis très content parce que bah, pour un fan de Gorillaz, je pense qu'il me le fallait. Mais si j'en réédite, j'hésite à me les prendre. Mais comme je vous dis, je suis plus vraiment album studio, moi. Les lives, je suis pas trop là-dedans, à part des albums studio qui font office live, m'intéressent. Comme par exemple le Travistor de Scorpusher, où en fait c'est vraiment des nouveaux titres qui jouent, mais en version live, ou parfois dans différentes sessions. Aussi un espèce de live, je sais pas s'il est sorti en vinyle, de Raphaël Toral, celui qui est sorti en 2003. On voit une espèce de poteau électrique, là, Evolution il s'appelle, ou c'est une session. Donc voilà, c'est vraiment des albums studio qui font un peu office performance session, quoi. Mais des albums live où ils rejouent, etc., non, m'intéresse pas trop. Parce que là, pour ce que je vous ai dit pour mes lives, c'est soit j'en ai eu pour pas trop cher, ou soit parce que ça complète leur. Pour certains, considèrent que c'est un album dans la discographie d'un artiste, quoi. Donc voilà, la deuxième sous-pochette. Là, on voit Noodle. C'est le nom de la fille, quoi. Ça, c'est marrant. Différents crédits. Je sais pas si vous l'avez eu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez ce live-là. Alors, seul. Hop. Et celui qui avait les cheveux bleus, là, que je vous ai montré en face, ah, c'est Tudy, il s'appelle. Deux boss, parce qu'en fait, pour l'histoire, il faut savoir qu'il a perdu ses yeux et il a maintenant les yeux noirs. Vraiment, je cherchais pas de logique, hein. C'est vraiment, je vous dis, très abstrait, et c'est pour ça que Murdoch l'a surnommé Tudy, qui veut dire deux boss, et son vrai prénom, c'est Stuart Spot ou Pot, quelque chose comme ça. Voilà, donc derrière je vous ai déjà montré. Alors moi, pour ma part, je vous recommande pas forcément le titre parce que c'est, bah, déjà Demon Day, ça a été un phénomène, hein, voilà, Gorillaz, avec cet album-là où ils ont reçu énormément de prix. C'est vraiment une tuerie, quoi. Mais ce live-là, vous dire, ah oui, mais c'est exactement pareil. Bah, pas forcément, parce qu'il modifie certaines choses, il rajoute certaines choses. C'est vraiment une redécouverte de l'album, en fait, si vous l'écoutez. Et franchement, il est très très bon. Je vous recommande aussi, à cette même période, le live de Manchester à Opera House, aussi, qui, pour ma part, je trouve, surpasse ce live-là, parce que je trouve que Manchester, il est vraiment très efficace, très brut, je trouve. Il y a une ambiance, quoi. On ressent quelque chose, quoi. Quelque chose de sombre, dark pop, hein. Beaucoup de personnes disent que c'est du dark pop, trip-hop, tout simplement. Oui, Gorillaz, pour moi, c'est de la trip-hop. Mais ce live-là, il est excellent. Alors, il y a peut-être des petits défauts, hein. Par exemple, dans le live de Manchester, dans le titre d'Air, celui qui chante, Sean Ryder. Il faut savoir qu'à cette période, il était au plus, au plus mal parce qu'il consommait beaucoup d'alcool, il buvait beaucoup, il était toujours ivre. Bon, moi je trouve que ça va, il s'en sort plus trop bien, mais bon, tu vois qu'il était pas forcément très clean, quoi, à cette période, mais je trouvais que ça allait encore. Et un petit défaut que j'aimerais dire, c'est dans le titre Fire Coming Out of the Monkey Head. Il faut savoir que c'est une musique, on va dire, une musique racontée en fait. C'est pas une musique chantée, où en fait ça parle d'une histoire de petit être qui vit dans une île avec un volcan qui s'appelle le Singe, des forces maléfiques, des démons arrivent et ça cache tout, et ça réveille ce volcan et tout le monde est anéanti. Voilà. C'est pas très gai, mais c'est raconté par Dennis Hooper, un acteur très connu, hein, qui a fait des super films, hein. Easy Rider que j'ai vu dernièrement, bon, Navé, le Super Mario Bros, il fait poseur. Je sais pas, je parle pas du dernier, hein, je parle vraiment de celui de 90. Il a fait aussi quoi d'autre? Ah, bah, il a joué dans Speed avec Keanu Reeves que j'ai vu partiellement, je l'ai pas vu en entier. Parce que, ouais, il a l'air très bien, mais voilà, c'est un acteur et franchement, sa voix avec l'ambiance, ça marche super bien, mais dans la version Manchester, malheureusement,
il apparaît pas. Un peu dégoûté, mais dans cette version-là, il apparaît, quoi. Franchement, c'est très très cool. Après, il y a un petit défaut pour celui-là, je trouve, c'est dans le titre All Alone, c'est la performance du rappeur Roots Manuva. En fait, il est arrivé très en retard, il connaissait pas très bien ses paroles. Tu vois qu'il y a des moments, il improvisait un petit peu. Bon, il s'en sort pas forcément. C'est pas non plus la cata, etc. C'est affreux, ça va, mais c'est pas. Tu voyais qu'il connaissait pas très bien son texte. Mais celui qui a vraiment sauvé cette performance, cette chanson en live, c'est la chanteuse Martina Tobley-Bird, celle qui est la compagne de Tricky, car oui, elle a participé dans cet album. Elle a, je trouve, assuré, on va dire, un peu sauvé le live. Voilà, mais bon, après, il n'est pas non plus inécoutable. Oh mon Dieu, c'est quoi ce bazar? Ça va, quoi. Il s'en sort quand même pas si, vraiment pas mal, Roots Manuva, même si je trouve qu'il s'en sort mieux dans le live de Manchester à Opera House, quoi. En plus, dans ce live-là, il y a 2 titres inédits, comme pour le Manchester aussi. C'est qu'on a le morceau Hong Kong et Latin Simone qui est pas à Contigo. Alors, petite anecdote, je vais me lever. J'espère que vous allez m'entendre encore. C'est le titre Hong Kong apparaît dans une compilation de Gorillaz 2 ans après. C'est dans cette compilation, en fait, anecdote, Damon Albarn voulait mettre cette chanson dans un de ses albums solo et c'était une chanson contre une guerre, quelque chose comme ça, une musique caritative, sauf qu'il l'a mis là, dans cette compile de Gorillaz Decide et on la voit, attendez, voilà, ici, et magnifique, c'est un super morceau, hein. Beaucoup de personnes ont été marquées par ce morceau, pourtant il n'est pas très connu, et le morceau Latin Simone qui passe à Contigo, hop, il apparaissait déjà dans le premier album de Gorillaz, l'album éponyme. Voilà, celui-là. Il apparaissait déjà dans ce morceau-là. Voilà. Et en fait, c'est pour rendre hommage à Ibrahim Ferrer, un des chanteurs de Buena Vista Social Club, qui est décédé à cette période, quoi. Il voulait le rendre hommage et c'est assez beau. Donc voilà, fin de la parenthèse. Donc, je vous recommande, si vous le trouvez, de l'acheter pour redécouvrir l'album en live. C'est vraiment très très bon. Ensuite, on passe en 2014, donc ça veut dire 9 ans après. Alors là, on va s'orienter dans tout ce qui est musique techno, hard, je dirais même trip-hop, enfin breakcore, pardon, excusez-moi, breakcore. C'est aussi un album culte qui s'est fait connaître grâce à Internet. C'est le premier album de Wolf Girl, Machine Girl. Voilà, alors cet album, alors c'est vraiment, il a eu une popularité à un moment grâce, comme je vous dis, Internet. Donc pour savoir, je vais donner plus de contexte concernant le groupe. Qui est Machine Girl? Donc Machine Girl, c'est un duo ou groupe des années, de nos années, quoi. Ils sont toujours actifs. Un groupe américain new-yorkais. Et bah, ils se sont fait connaître vraiment en 2014 avec cet album. Voilà, ils ont eu une énorme popularité. Et en gros, c'est un groupe de breakcore. Alors, avec cet album, pas totalement, même s'il y a des titres, c'est vrai, qui sonnent très hard techno, je dirais plus, j'ai envie de dire ça, même s'il y a un petit fond de breakcore, c'est plus après que là ça sonne breakcore, et c'est vraiment grâce à Machine Girl que le groupe fera naître plusieurs noms d'artistes de breakcore, comme par exemple Blacksmith, Bob the Bricoleur aussi. Je crois qu'il y a un mec qui s'appelle comme ça, assez connu, je ne savais même pas, je ne connaissais pas. Aaron Spectre, pardon, je sais pas si je bien prononcé, aussi, qui est très très bon. Et voilà, c'est vraiment un super album qui s'écoute avec plein d'idées. Regardez-moi cette magnifique pochette, là, une espèce de loup-garou prêt à te manger, quoi. Mais c'est vraiment une expérience unique, assez brute, oui, c'est vrai. Alors, j'avais vu un gars qui disait que c'est l'album le plus brutal qu'il a jamais écouté. Coco, celui-là, c'est au contraire, je le trouve moins brutal, je trouve. C'est du brutal accessible, j'appelle ça comme ça. Car certains artistes comme Venetian Snare, là, lui, il tabasse, quoi. Il revient beaucoup sur ma chaîne aussi, mais ça a été un artiste qui m'a beaucoup marqué, quoi. Et donc voilà, cet album, c'est vraiment un album très techno-rave, quoi. Ça peut apparaître dans des raves, des choses comme ça. Mais vraiment, c'est vraiment bien fait, alors que je possède la version des 10 ans, comme vous avez pu le voir. Et il y a vraiment de très bonnes idées, de morceaux, oui, c'est vrai, assez techno. Ils samplent de tout, de films asiatiques, je crois de jeux vidéo, de Tyler, the Creator aussi, il sample
un moment, un seul mot, il dit yo, bah, il le sample le yo en modifiant sa voix. Pourquoi pas? C'est vraiment un projet qui part un peu dans tous les sens, mais complètement bougeant, quoi. Et c'est vraiment très prenant. T'as des petits morceaux qui durent 1 ou 2 minutes. Et ouais, c'est vraiment une tuerie. Donc je vous montre quoi ça ressemble derrière. Voilà. Ça fait un peu peur, ouais, c'est vrai, mais on s'en fiche. Donc les sous-pochettes, bon, sont blanches. Génial, mais par contre les macarons, je les aime beaucoup. Voilà, très stylé. Je sais pas si vous voyez ce qu'il veut dire. I, I was just an ordinary high school girl. Voilà. J'étais juste une lycéenne ordinaire, quoi. Une fille lycéenne ordinaire. Hop, voilà, derrière ça, ça me fait beaucoup penser à ma vidéo que je vous ai présentée de mes achats de la rentrée partie 1, où il y avait beaucoup d'albums qui faisaient pas mal référence à l'enfance, Korn, Aphex Twin, bah, ça me fait penser un peu à ça. Je parle des macarons, hein. Mais oui, bon, vraiment bon projet, etc. C'est vraiment, c'est très trans, quoi, écoutez. Hein. Mais si vous voulez vraiment quelque chose de très dansant, que ça casse la baraque, comme on dit, bah, je vous recommande ce projet-là. Deuxième macaron, voilà. J'aime bien vraiment les designs. Là, c'est marqué quoi? Out by 16 Day. Non, on the Sun, Out by 60 Dead. Voilà. Ça, c'est en référence à un titre. Je crois que ce qui est marqué, c'est des titres, en fait. Voilà. Vraiment stylé, ouais. J'aime beaucoup. Ouais, ça a été un phénomène dans la scène, on va dire, électro à une période où je savais même pas. J'écoutais pas beaucoup de ce style d'album à cette période, hein, mais il était acclamé que par la critique. Et moi, je l'ai découvert grâce à un remix qu'a fait Square Pusher. Je vous mettrai dans les commentaires que vous allez écouter. Et bah, c'est grâce à lui que j'ai découvert Machine Girl. Donc, moi, pour ma part, les titres que je vous recommande, il y en a 4. C'est pas facile à choisir parce que pour ma part, tout est bon. Je vous recommande le titre Crescent URL Cyber Palace Mix, qui est assez facile à écouter, surtout que vous entendrez un sample de voix, ceux qui ont l'habitude d'écouter de l'électro. Pas mal samplé, c'est une voix qui dit yeah, oh, yeah, oh, je sais pas, un truc comme ça. Je l'ai beaucoup entendu, surtout dans la période des années 90. Ça me dérange pas, moi. Ginger Claps, c'est très très bon. Il a même droit à un clip assez spécial, avec cette espèce de batterie un peu buggée. Je trouve pas mal. Free Will Phase B aussi est très très bon, très trans. Et le dernier titre, enfin, l'avant-dernier titre, Hidden Power Phase 6, qui est excellent. Et alors, la particularité de ce vinyle des 10 ans, en fait, c'est qu'il y a eu la phase D, c'est des titres bonus. T'as une phase avec des titres bonus, quoi, voilà. C'est assez cool. Et ouais, non, l'album s'écoute très bougeant. Voilà, bon, parfois, au moment, t'es un peu immergé par vraiment ces sonorités qui partent dans tous les sens, mais vraiment un bon album de breakcore, assez, pour ma part, je trouve accessible si vous voulez découvrir le breakcore, quoi. Si je dis pas de bêtises. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel album de breakcore commenceriez-vous, ouais, quelque chose comme ça, quel album de breakcore recommanderiez-vous à quelqu'un qui veut se lancer, quoi. Donc bref, un très bon album de breakcore art techno. Ensuite, on passe 6 ans après, en 2019. Là, on est plus dans du dark ambiante, tout simplement. Alors, c'est vraiment une super découverte. Je suis très content de l'avoir celui-là. C'est Jupiter and Beyond de Raphaël Toral et Joao Pace Filipe. Donc, alors c'est un album, comme vous voyez, de collaboration, mais celui qui est le plus en tête, c'est Raphaël Toral. Alors, ceux qui ne connaissent pas, il n'est pas très connu malheureusement, alors qu'il fait du super travail. Raphaël Toral, c'est un artiste portugais d'ambiance assez expérimental qui joue pas mal avec sa guitare, avec différents pédales d'effets. Il fait pas mal d'albums d'expérimentation assez concrets, je trouve. Alors, il a commencé dans les années, je dis pas de bêtises, dans les années 2000. Vraiment, ses débuts sont vraiment très intéressants. Hein, n'hésitez pas à l'écouter. Il y a un album qui me vient en tête, donc j'ai oublié le nom, mais c'est avec une pochette rouge, etc. Un peu glitché, j'ai envie de dire, mais dark, mais parfois ambiante. Il y a des moments, mais c'est vraiment très intéressant. Alors, son dernier album, Spectra Evolution, qu'il a sorti l'année dernière, on voit un oiseau. Je ne l'ai pas trouvé terrible. Malheureusement, je ne l'ai pas trouvé terrible, mais pour ma part, je ne vous conseillerais pas d'écouter son dernier album,
mais plus celui-là. Vraiment, celui-là, c'est du bon gros dark ambient. Alors, pour commencer, je sais pas, pour ma part, peut-être commencer par les débuts, mais je vous conseille plutôt d'écouter voilà, ce projet-là. Donc, ça fait depuis les années 2000, ça fait 20 ans qu'il fait cette musique. Et le deuxième qui participe dans ce projet, Joao Pays Felipe, il vient de Porto. Et lui aussi, il est assez multi-instrumentiste, un peu expérimental. Et donc, petite anecdote pour la pochette, parce que c'est une des cymbales qu'il a créé lui-même, qu'il utilisait en photographie, qui me fait beaucoup penser à un certain album de Nurse Viviu de Solely Call for Lilies. Pour ceux qui ne connaissent pas cet album et même le groupe, bah, vous l'avez déjà entendu ce nom plusieurs fois sur ma chaîne, sûrement, bah, c'est un groupe culte de l'espérantal anglais. Et Solely Call for Lilies, c'est, bah, en gros, c'est un des albums les plus connus de Nurse Viviu, pour ma part, où en fait c'est un album très ambient drone industriel, mais très concret. C'est pas, ça joue pas dans l'émotion, je trouve. C'est très concret, très ambiance. Alors le vinyle il coûte une blinde, super cher. Vivement qu'il le réédite. Bah, ça me fait penser à ça, quoi. Et donc bah, c'est une des cymbales de lui, en fait, de Rao Pelis Felipe là. Et c'est magnifique. Je trouve la pochette elle est très très belle. Et donc, je vous montre derrière à quoi ça ressemble. Et en fait c'est vraiment du dark ambiante avec différents bruits assez expérimental, très concret, assez flippant. Il y a des moments, et c'est une superbe expérience. Il n'y a que 2 titres, mais c'est 2 longs titres qui durent une bonne vingtaine de minutes. Hein. Voilà, comme ça. Et hop, voilà les macarons, ça représente Jupiter. Et là, bah, je pense que c'est derrière Jupiter, quoi. Et alors, ouais, les 2 titres. Alors, Jupiter est un peu inquiétant, on va dire, mais Beyond, il est bien flippant. Hein. Je sais pas si je l'ai déjà montré, mais voilà, je remonte. Mais c'est vraiment une session qu'ils ont fait, qu'ils ont improvisé. Alors, à la base, ça devait être une blague, j'avais vu ça. Ils ont vraiment décidé de faire un album assez sombre, on va pas se les cacher, où où ils ont commencé le 7 décembre 2018 et après ils ont retravaillé certaines choses en 2019 et ils l'ont sorti. Et ouais, c'est une bonne découverte. Vraiment, il y a vraiment de bonnes idées, ça part dans tous les champs. C'est vraiment une ambiance assez inquiétant, flippant. Bah, les limites, c'est vraiment du bon gros dark ambiante qui te fait frissonner. C'est bon aussi pour une ambiance un peu Halloween, hein, j'ai envie de dire. Mais si vous voulez vraiment vous faire peur, bah, je vous recommande ce projet-là. Il est très inquiétant, stressant, mais excellent. Et à la fin, ça se termine bien. C'est une tuerie. Je vous recommande pas forcément le titre. Allez l'écouter en entier, pour ma part. Donc voilà, alors, bientôt la fin de cette vidéo. Là, on passe 5 ans après, on est en 2022. Là, on va arrêter. On n'est plus dans les sonorités assez sombres, on est plus dans quelque chose de beaucoup plus pop, R&B, un peu funk, voilà, mais c'est vraiment une super découverte. En ce moment, je suis à fond sur lui. Et bien, on le voit aussi un peu partout, le Gemini Wright de Steve Lacy. Voilà, alors lui, je suis un peu à fond sur Steve Lacy, ça fait un petit moment. Pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'il n'est pas encore très connu, Steve Lacy, c'est un artiste américain, autocompositeur. Alors ça fait un petit moment qu'il a commencé, qu'il est dans le monde de la musique, dans les années 2010. Hein. Il a été dans un projet, euh, dans un groupe du nom de The Internet. Voilà, c'est une espèce de différents artistes, une espèce de collectif. Voilà, je cherchais le mot, c'est pour ça que je bégayais un petit peu. De collectif, The Internet, avec plusieurs noms là-dedans. Et franchement, ça a l'air vraiment pas mal. J'ai écouté 2-3 morceaux. À ce qui paraît, ils vont faire un retour. Et bah, ce Steve Lacy était là-dedans. Donc, il était pas mal avec il était avec de la guitare, basse, etc. Et il déchirait, franchement ça déchire pas mal. Il a pas mal aussi collaboré avec des rappeurs. C'est vraiment Tyler the Creator qui l'a mis sur le devant de la scène, quoi, qui l'a repéré en partie. Je sais pas s'ils ont fait des collaborations, Tyler et Steve, peut-être. Hein. Je, je ne sais pas du tout, mais c'est lui qui l'a repéré et puis voilà, il s'est fait connaître. Il était dans Internet, il fait sa carrière solo maintenant, même si, comme je vous ai dit, ce groupe va revenir dans Internet. Bah, il a collaboré avec pas mal de rappeurs, dont Kendrick Lamar dans son album Dem, un classique du rap américain, dans le morceau Pride, bon, morceau très connu, mais c'est lui qui a la guitare, qui fait qu'on entend cette espèce de guitare très belle, quoi. Et bah, c'est lui qui est dans ce projet.
bravo à lui, chapeau, surtout avec Kendrick. Donc voilà, c'est avec son premier single qui est sorti en 2015, See You Girl Next, qui s'appelle comme ça, Next Time, quelque chose comme ça. Et à ses débuts, c'était très lofi. Il y avait un côté aussi, surtout dans ses clips à ses débuts, un peu abstrait. En fait, on a l'impression d'être dans une espèce de rave, de rêve un peu liminal, un peu dreamcore. C'est l'esthétique d'Internet assez connue cette période. Mais à ses débuts, c'est vrai que c'était un peu abstrait, un peu expérimental, j'ai envie de dire, ces clips. Mais ça, c'est pas mal d'histoires d'amour, de rupture, de choses comme ça. C'est classique dans la pop, mais très bien fait. Tu vois qu'il a une maîtrise. Vraiment, à ses débuts, j'adore ce son crade un peu ancien. Surtout, je l'ai découvert grâce à Spotify, moi de mon côté, dans l'album The Lofies. J'adore cet album, je le trouve excellent. Alors, c'est des petits morceaux très courts, mais très summer vibe, en gros, très été à écouter, je trouve, avec des batteries assez brutes. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Il assure le bonhomme, bravo à lui. Donc c'est cet album-là qui était sorti en 2020, mais j'avoue, j'ai pas encore tout écouté de sa discographie. J'avais écouté lui, The Lofies et cet album-là. Mais ouais, c'est vraiment une bonne découverte. Je sais pas s'il a fait d'autres collabs, hein, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais ces albums, par contre, studio en vinyle, sont pas faciles à avoir. Vraiment, le plus accessible, c'est celui-là, quoi, parce qu'il est vraiment édité en plusieurs exemplaires. Il y en a un autre album qui est édité en vinyle, mais je crois en très peu de quantité, parce que je le vois sur Discog, il est pas facile à avoir. C'est un album, car je sais plus le nom, je le marquerai dans les commentaires, qui était sorti en 2019. En fait, on le voit habillé en orange, suspendu à une espèce de forme orange, un peu bizarre. Je crois que c'est un de ces albums où c'est plein d'idées. Alors, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, mais à ses débuts, enfin, à cet album, ça n'avait pas trop marché le concept, etc. Mais il a été édité en vinyle, mais pareil, il coûte très cher et je crois qu'il y a très peu d'exemplaires. Je crois même pareil pour The Internet à son début. Mais ça avait l'air vraiment pas mal. Mais c'est vraiment avec cet album, voilà, il s'est fait vraiment connaître. Pour ma part, je trouve grâce aux réseaux sociaux, style TikTok. Alors moi, je compte ce TikTok parce que pour ma part, réseau assez controversé avec des challenges complètement débiles et voilà, avec aussi, bon bref, on va pas rentrer dans le débat, avec des vidéos où parfois il y a certaines personnes pas forcément sains d'esprit qui y traînent. On peut me dire aussi sur YouTube, ouais, mais sur TikTok on en parlait beaucoup plus. Voilà. Enfin, même si je pense YouTube, il y en avait aussi, il y a déjà eu des affaires, mais je trouve que TikTok, voilà, ça a été plus mis en avant dans le public, nous, occidentaux. Bah, il s'est fait connaître grâce à TikTok et c'est ça que je recherche, parce que TikTok aussi peut avoir peut avoir un bon côté, c'est le côté créatif, parce que des personnes créent des choses, même dans l'horreur, hein, des choses super, super intéressantes, et bah, fait découvrir des artistes comme ça, ou Portichet notamment, parfois en mode Nightcore, bref, sans commentaire, mais voilà, il s'est fait connaître grâce à ça. Qu'est-ce que j'aimerais rajouter d'autre? Bah là, en ce moment, il est pas mal actif sur Instagram, il publie pas mal de photos. J'ai l'impression qu'il troll sa communauté, qu'il plaisante, enfin, qu'il joue avec eux parce que bah, on attend un nouvel album, surtout que là, il est en ce moment très 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 présent, hein. C'est complètement fou. Espérons un, un retour de lui, car ça va faire maintenant 3 ans qu'on attend, mais je pense que là, son album va bientôt être bouclé et hâte de la sortie, quoi. Donc voilà, donc c'est cet album que j'ai, que vous pouvez trouver très facilement, Jimmy Wright, je vous dis. Derrière, ça ressemble à ça. Et tu vois qu'il s'est créé un personnage, etc. Je vous montrerai plus en détail dans les pochettes. Hop, alors, en parlant de ça, il y a une petite pochette. Voilà, ça c'est le logo. C'est marrant, ça me fait penser, alors on voit les cornes un peu diable, etc. Mais ça me fait penser, je sais pas pourquoi, au centre recyclage avec les flèches. Bon, bref. Voilà, on le voit derrière. Alors, et pareil, qu'est-ce que cet album raconte? C'est pas mal d'histoires d'amour, de rupture, bon, parfois un peu vulgaire, hein, il y a des moments, c'est pour ça qu'il y a le logo parental. Voilà. Voilà, ça c'est un de ces logos, ça, de cette période, enfin, la période 2022. Hop, les sous-pochettes, voilà, on va comme ça en mode casque un peu rétro à la Square Pusher, mais en fait, son style, il est en chemise, cravate avec le logo, etc. Ça ressemble, on dirait presque à un logo de dollar. Et tu vois qu'il s'est créé un personnage, et là, bah, il y a eu une hype, en fait.
C'est vraiment intéressant. Derrière, voilà, rouge, bon, je pense référence à Satan, hein. On va pas se le cacher. Mais voilà, il se fait de plus en plus connaître. Il est même passé dans l'émission avec Nerdwars de Mien Serviette, un présentateur très très connu américain, auquel il a interviewé pas mal de gros noms, Sonic Youth, Nirvana, Blur, du coup Steve Lacy, Tyler the Creator, Pharrell Williams, Slipknot, Snoop Dogg, qu'est-ce qu'il a interviewé d'autre, Fred Again, voilà, des gros noms, mais c'est pas mal, c'est assez barré parce qu'en fait ce gars il est très presque stalker, en fait il connaît les anciens projets de certains artistes, etc. C'est complètement fou. Il a participé dedans, Steve Lacy, mais voilà, il se fait de plus en plus connaître et c'est quand même cool parce que voilà, c'est ce style d'artiste un peu enfin, indépendant. Bon, plus trop maintenant parce il était déjà avec des gros noms que j'aimerais qu'il y a plus, quoi. Donc, alors les titres que je vous recommande, le titre, moi pour ma part, Mercury, très beau titre avec ces espèces de batteries un peu bossa nova, j'ai l'impression, comme on dit, un peu à la un peu à Montauban, bon, même si lui c'est plus dans l'électro assez abstrait, mais je pense surtout à ses débuts, un peu dans le titre Nova, un peu cette espèce de titre un peu bossa nova. Là, celui c'est pareil, très beau, très sympa. Mais par contre, c'est très pop, très pop actuel, quoi. Mais il y a une recherche très funk, R&B, il y a quand même une recherche et c'est très plaisant à écouter. Et pareil, si vous voulez mettre ça en soirée, je vous recommande ce projet. Le titre Bad Habit, qui est le titre le plus connu de sa carrière, un de ses titres les plus connus de sa carrière, qui est un très beau titre. Et je vous recommande le dernier titre, Give You the World, voilà, qui est magnifique. Mais voilà, donc ça parle d'amour et de rupture. L'histoire un peu adolescent, mais c'est pas péjoratif, hein. C'est pas une insulte, mais ça s'écoute et franchement, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, un bon album de pop R&B funk. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, le like, partager, tout ça. J'espère que ma petite sélection de ces albums, on va dire aussi d'anniversaire en partie, vous aura plu. Donc il y aura une deuxième partie, vous inquiétez pas. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. Ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Au revoir tout le monde et bonne écoute.